éradiqué, c'est pas encore complet, mais il y a un recul. Nous connaissons, avec notre âge, nous connaissons quand même le mouvement social depuis un certain temps. Eh bien, il y a un recul important qui marque une certaine réussite des milieux dominants. Donc voilà, je résume en trois mots. Il y a différentes formes de capitaux qui font que la richesse, ce n'est pas seulement l'argent. Et ça, c'est un élément extrêmement important. S'il n'y avait que l'argent, ce serait comme Tapi. Tapi n'a pas réussi. Tapi, il a de l'argent, certes, mais il ne compte pas dans cette sphère, il n'est pas au pouvoir. Donc, il y a certes de l'argent, mais il y a toutes les autres dimensions, et ce qui fait que on a affaire non pas à des gens qui font chacun leur activité dans leur coin, mais à un milieu social très soudé, même s'il y a des contradictions par moments entre eux, parce qu'il y a de la concurrence, mais c'est un milieu très soudé, une classe sociale, et nous sommes effectivement dans un moment de lutte des classes, un moment de lutte des classes qui malheureusement est très inégal parce que les classes populaires, la classe qui subit, n'a pas perdu en partie cette volonté de lutte et de réforme, voire de révolution, qui était la sienne il y a encore quelques années. Merci Monique et Michel. Écoutez, vous avez immédiatement la parole pour le premier d'entre vous qui désirera la prendre. Il y a, voilà, au fond là-bas, tout au fond. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Ça n'est que partie remise. Donc du coup, je me présente Mathieu, je suis responsable des jeunes communistes des Yvelines. Et du coup, vous proposiez tout à l'heure aussi, dans le cadre de nos échanges, de revenir un peu sur aussi ce qu'on vit du coup au jour aussi le jour. Donc du coup, moi, je vais un peu revenir sur ce que je vis en tant que militant communiste. Et du coup, c'est vrai qu'on se rend compte que quand on milite devant les bahuts où on existe, la fac, bref, les lieux de vie sur lesquels on milite, moi je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y a justement une violence idéologique qui s'infiltre dans les têtes et du coup aussi des jeunes, et puis j'imagine que ça se passe aussi pour les moins jeunes. Du coup, on se rend compte que c'est vrai qu'on est rapidement stigmatisé en tant que communiste. Moi j'ai vu dans mon livre d'histoire que Staline machin truc, etc. Et donc des choses comme ça sur lesquelles joue la classe dominante, et du coup c'est vrai qu'on devient rapidement stigmatisé. Par contre, j'ai eu l'occasion aussi de me rendre compte, notamment sur mon lycée, mais au-delà aussi, sur lequel j'avais beaucoup milité, c'est que, mine de rien, dès qu'il y a quand même ce discours-là de défense d'idées et d'intérêts populaires, de valeurs communes et de partage, il y a quand même des choses qui bougent en fait. Et moi je me dis que du coup, vous dressez un tableau mon mais du coup il y a aussi le fait que quand il y a des cadres qui existent pour du coup parler et échanger entre nous, un peu comme ce qu'on fait aussi ce soir, il y a de l'espoir en fait, il y a des choses qui bougent. Alors par contre ma question du coup c'était est-ce que je vais vite, est-ce que je sais pas si vous avez travaillé là-dessus, mais le fait de concevoir un peu la chose comme il faut créer des cadres pour que les ambitions et les motivations des gens puissent s'exprimer et du coup qu'il y ait des choses qui puissent se créer justement pour renverser le rapport de force et du coup créer une conscience de classe. Est-ce que c'est quelque chose qui, avec vos années scientifiques, vous pouvez donner des éléments là-dessus sur l'efficacité pour y parvenir? Voilà. Désolé pour la longueur. Bien. On va prendre les questions une à une, parce que sinon vous êtes très nombreux et puis on va partir dans tous les sens et nous on ne retiendra pas. Alors, écoutez, nous on peut pas, on est sociologue, on est venu vous présenter notre travail sur, quelques éléments de notre travail sur la grande bourgeoisie.
Et évidemment, on n'aura pas réponse à tout, parce qu'on ne sait pas, par exemple, comment répondre à cette question. Alors, on peut y répondre avec humour en disant, faites comme les riches, on vous montre que finalement, ils sont solidaires, ils sont tout le temps entre eux, ils sont toujours en train de se rendre des services, ou plus exactement, ils ne se rendent pas des services entre eux, ils sont toujours en train de rendre des services à leur classe. C'est leur classe qu'ils servent. Et ils sont mobilisés dans tous les instants de leur vie, sur tous les fronts, pour la défense des intérêts de leur classe. Eh bien, pour les jeunes communistes, moi j'ai envie, la seule chose que nous sommes autorisés à pouvoir vous dire, c'est vous êtes jeunes, vous êtes communistes, engagés, soyez impertinents. C'est-à-dire, faites des actions, faites des choses dynamiques qui vont entraîner, qui vont donner la pêche, qui vont donner de l'énergie à tous ceux qui ne partagent pas forcément vos idées. Et par exemple, nous on trouve que c'est très dommage, et ça c'est la violence symbolique. Les jeunes communistes, est-ce que vous allez organiser des manifestations, par exemple dans les beaux quartiers de Versailles? Est-ce que vous pourriez organiser des manifestations à Neuilly, dans le 7e, dans le 16e arrondissement? Allez se frotter aux puissants, allez emmener vos camarades dans les lieux de pouvoir pour créer quelque chose qui soit un choc. Il faut créer de l'émotion, il faut créer quelque chose pour que la conscience et la nécessité du combat puissent se partager. C'est pas une... J'ai bien conscience de la limite de ma réponse, mais c'est simplement de dire, c'est pas de toujours se réunir à faire des grands discours dans des salles, distribuer des tracts. Il faut aussi oser faire des choses impertinentes, il faut oser être irrespectueux vis-à-vis de ceux qui ne vous respectent pas. Oui, je m'appelle Fabienne, je suis militante à Attaque et au syndicat solidaire. Je voulais revenir justement sur ce que vient de dire Monique. Moi, il me semble que quand elle dit qu'il faut aller se frotter et faire comme eux, on n'est pas à armes égales, d'une part, parce que ces riches, ces bourgeois, ils détiennent l'ensemble des rênes de la société, que ce soit les institutions, l'État, et y compris les médias, qui sont très importants, l'éducation, qui est très importante au niveau idéologique, et qui, de toute façon, se reproduisent, quel que soit le type de gouvernement. On le voit aujourd'hui, des gens qui se disent socialistes, mais qui travaillent pour ces gens-là, et en plus de ça, ces riches sont aussi reliés, et nous on peut le faire effectivement, sont reliés internationalement, puisqu'ils travaillent aussi au service des grandes multinationales. Donc c'est vrai que c'est un portrait, c'est un tableau très difficile, mais je pense qu'il y a des résistances, d'une part, même si on ne les met pas tellement en avant, mais il y en a, que ce soit dans les boîtes qui ferment, que ce soit dans des petits endroits comme par exemple des femmes de ménage dans les grands hôtels qui arrivent à gagner des grèves. Il y a des espoir, il y a des gens qui se battent aussi au niveau écologique. Ce qui s'est passé récemment à Civals, c'est très important. Ce sont aussi des gens qui se frottent, comme tu dis, de façon différente. Tous ces jeunes et ces gens qui vont dans ce qu'ils appellent les ZAD, les zones à défendre. On a beaucoup de zones à défendre à tout niveau. Et je crois qu'il y a des alternatives qui se construisent et qui sont peut-être invisibles, des réseaux qui existent, que ce soit les gens qui le font au niveau écologique, à travers des AMAP, à travers des CEL, des services d'échange locaux, ou à travers des coopératives, des choses qui se reprennent. Je crois le tableau n'est pas si noir que ça, il y a des possibilités qu'il faut populariser. Évidemment, c'est pas le grand soir, mais il faut qu'on construise des choses et qu'on s'organise entre nous et de façon aussi unitaire. Merci beaucoup. Juste derrière là-bas, il y a un intervenant à droite. Ouais. Oui, il n'y avait pas de questions apparemment, c'est pour ça que je me suis permis. D'accord. Parmi les différents personnes qui s'expriment pour la classe des riches, je pense qu'il y a les religieux. Et je me demande,
aujourd'hui, alors qu'on va vers une surpopulation mondiale et tout un tas de problèmes liés à cette surpopulation, est-ce que le modèle qui dit que la population doit augmenter, qu'on nous envoie régulièrement, n'est pas justement une violence de la classe riche pour qu'on se multiplie et qu'on se batte ensuite entre nous pendant qu'ils regardent? Je me demande si ça, c'est pas justement sociologiquement pensé et depuis longtemps. La deuxième chose, vous parliez de capital symbolique, on en a un très fort, c'est Wikipédia qui est en train de se créer, à défendre. C'est peut-être grâce à lui qu'aujourd'hui je suis communiste, parce que j'ai vu une autre vision justement de l'histoire grâce à ce média, à cultiver. Oui. Oui, pour ce qui est du nombre d'enfants, ça, je ne sais pas si c'est vraiment calculé comme ça, mais ce qui est certain, c'est que c'est un problème, mais qui est politique, bien entendu, mais on n'est pas trop compétent là-dessus, simplement il est clair qu'il va y avoir des difficultés parce que les ressources ne sont pas, les ressources de la Terre ne sont pas infinies, et donc quelques milliards d'hommes et femmes en plus sur Terre, je crois que ça poserait des problèmes. Pour ce qui est de la classe bourgeoise et de son pouvoir symbolique, ce que je voulais ajouter là, après Monique tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose de très important à faire. Oui. Il y a... Ah ben là, oui. Même moi, ça me perturbe les oreilles. Et donc, pour cette classe bourgeoise, il y a, en ce moment, il y a, et on travaille avec Monique, il y a, mais il n'y a pas que nous, il y a une faiblesse qui apparaît, c'est la mise en évidence de leur malhonnêteté essentielle. Et avec ce qui se passe avec les fraudes fiscales et tout ce qui tourne autour de ça, il y a la mise en évidence de la cupidité sans limite de ce milieu. Et je pense, avec Monique, on est en train de travailler là-dessus, et c'est quelque chose qui peut casser justement leur valeur symbolique, leur puissance symbolique, leur supériorité symbolique apparente, qui peut être démontée à partir de la mise en évidence de cette cupidité et de ce non-respect des lois républicaines. Bon. Et bien voilà, ça... Oui. Moi j'ai une question, je me pose depuis un moment. Vous avez dit par rapport à la violence symbolique tout à l'heure que les classes populaires, les milieux les plus défavorisés, populaires ouvrières, il n'y avait plus trop de conscience, et surtout il y avait une idéologie individualiste qui arrivait. Est-ce que c'est parce qu'on a arrêté d'obtenir des droits, nos aïeux, nos grands-parents, parents sont battus, obtenu plein de choses. Ma génération, moi j'ai 50 ans, moi je vis sur des acquis de mes aïeux, c'est comme ça que je vois les choses. Et nos enfants n'en parlent même pas, parce que quand on discute avec la jeunesse, avec les gens autour de nous, on a l'impression que tout le monde est blasé, que de toute façon que c'est comme ça qu'on peut rien y faire, et que, alors qu'il y a des choses à faire, mais comment, la question c'est comment redonner espoir, parce que quand on a l'impression que là maintenant avoir un logement, d'avoir un emploi, d'avoir la santé, c'est quelque chose de faramineux, que ça devrait être quelque chose de complètement normal. Et on devient complètement exceptionnel quand on a seulement un emploi et un habitat normal. Donc voilà, c'était juste ça la question.
Le problème de l'individualisme dans les classes moyennes et les classes populaires, il ne tombe pas du ciel. Hein, ce sont des manipulations, ce sont des stratégies de la classe dominante pour en arriver à ça. Et c'est pourquoi dans la violence des riches, nous avons terminé par la violence dans l'espace urbain en décortiquant toute la politique de la ville qui, c'est pas bien, c'est pas du tout bien ce qu'on dit, mais enfin personne ne nous a jamais contredit, c'est-à-dire où nous montrons que la politique de la ville qui a mobilisé beaucoup d'argent a donné du travail à des membres des classes moyennes, mais a surtout contribué à diviser les classes populaires. C'est-à-dire que nous montrons comment le système néolibéral s'est introduit au cœur du système de la production des logements, avec le passage de l'aide à la pierre à l'aide à la personne. En même temps, dans ces années 70, il y a eu une espèce de révolution dans le bâtiment avec la possibilité de produire les petites maisons Bouygues, c'est-à-dire des pavillons pas chers. Il y a eu le regroupement familial qui a été autorisé par une loi de 1976 et un ensemble de mesures dans les années 70 a abouti à ce que les ouvriers français quittent le logement social, les grandes cités de HLM où il y avait beaucoup de solidarité, hein, qui était dans le partage et tout ça, pour partir vivre dans des zones pavillonnaires où chacun fait son barbecue tranquillement le dimanche et dans le bonheur et la poésie de la famille. Le premier lieu de solidarité, celui-là, a été détruit. Celui le plus important, celui lié aux entreprises et aux lieux de travail, a été également détruit. Donc, si vous voulez, quand nous parlons de collectivisme dans la grande bourgeoisie et d'individualisme dans les classes moyennes et les classes populaires, nous ne portons pas de jugement de valeur. C'est ainsi, et c'est le résultat d'une guerre de classe, c'est le résultat d'une lutte de classe, et c'est contre ça que nous devons nous battre. Mais sachez que si, bien entendu, nous avions la réponse sur comment faire, vous le sauriez depuis longtemps. Très rapidement, par rapport à la superfinanciarisation dont vous parlez tout à l'heure, je crois qu'il est... Est-ce que vous pouvez passer quelques petites choses sur le fait que le rapport à l'argent, c'est-à-dire, je m'explique, l'argent, avant, c'était quelque chose qu'on gagnait, maintenant c'est une marchandise comme une autre, qui fait l'objet d'ingénierie financière, d'industrie financière, et je ne sais pas si les gens le savent, mais qui fait l'objet d'une science informatique qui s'appelle les algorithmes, pour permettre à des charmants robots de faire des ordres boursiers à travers le monde à la nanoseconde, c'est-à-dire au millionième de seconde. Donc si vous pouvez éclairer un petit peu par rapport à ça, c'est une chose. La deuxième chose, par rapport à l'éclatement de la classe dite ouvrière, qui est de moins en moins présente parce qu'il y a de moins en moins d'ouvriers, pourriez-vous apporter une précision sur une hypothèse que je me fais, qui est liée au fait que les différentes lois pour améliorer notre bien-être à tous, l'éclatement des outils de production, la pseudo-modernisation des moyens de production fait qu'on est dans une situation de plus en plus précaire, de plus en plus individualiste, qui amène les gens forcément à changer de lieu, à changer de métier très régulièrement, ce qui fait qu'il n'y a plus cette conscience de classe parce qu'on n'est plus ensemble. Les ouvriers étaient se retrouvaient, les mineurs, etc., parce qu'ils vivaient au même endroit. Donc, si vous pouviez apporter quelques petites précisions là-dessus, et une parenthèse sur Wikipédia, juste pour dire quand même qu'il faut se méfier de ces médias, parce que, rappelez-vous, lors du débat Ségolène Royal-Sarkozy, les deux ont dit des grosses conneries sur l'énergie nucléaire. Dans la minute qui a suivi, les partisans de Ségolène ont changé Wikipédia, puis après ceux de Sarko ont changé Wikipédia sur le pourcentage d'électricité nucléaire. Voilà. Devant. Voilà. Pardon, excusez-moi. J'essaie de mémoriser les... Attendez. Une réponse, est-ce que vous avez une réponse à faire sur ce point? Non, moi ce que j'estime que j'ai dit, j'ai donné l'exemple sur le logement
et sur l'entreprise. Maintenant, on pourrait rajouter, on a déjà répondu à cette question sur l'individualisation, l'individualisme dans les classes populaires. On pourrait rajouter la désaffiliation des liens familiaux. Hein, là-haut, dans le Bothamondin, il y a très peu de divorces. Il y a 2% de divorces sur les 120 000 mentions du Bothamondin. Et ils ont en moyenne plus de 4 enfants par famille. Alors vous allez me dire, ils ont des hôtels particuliers, ils ont de la place et tout ça, c'est pas... et pour les autres, on vous pousse au divorce. Bientôt, il n'y aura même plus de juge. On pourra divorcer en allant juste se présenter devant, de signer un papier. Enfin, vous voyez, la désaffiliation des liens familiaux, c'est bon pour les classes moyennes et les classes populaires. Par contre, tout là-haut, ils cultivent la famille et les grandes familles de génération en génération afin que les richesses les plus invraisemblables restent toujours au sein des mêmes familles et par là au sein de la même classe sociale. Oui. Bonjour, Jean-Jacques, militant du MRAP. Voilà, j'étais surpris que vous n'ayez pas parlé des Illuminati. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais pour moi, ils représentent un très très grand danger. Voilà. Je voudrais répondre aussi, je suis cinquantenaire aussi, je peux vous dire que la conscience ouvrière, je l'ai et je l'ai inculquée à mon garçon. Je peux vous dire, je suis petit-fils de mineur. Voilà, merci. Pardon, attendez, est-ce que vous pouvez donner des précisions sur ce que vous estimez être un danger essentiel? Oui, alors les Illuminati, c'est une école de Washington. Ah oui. C'est une politique qui a été mise en œuvre par Ronald Reagan qui a complètement dérégularisé le capitalisme. Et par la suite, Madame Thatcher a pu mettre sur pied les attaques contre les mineurs au Pays de Galles. Voilà. Oui. Oui, alors sur ce que vous voulez dire, on a fait un petit travail sur le Chili et nous avons souligné. Oui, comme ça va? Ouais. Bon, alors on y va. Et donc, sur le Chili, on a mis en évidence l'importance de ce courant de la science, entre guillemets, économique, du néolibéralisme, qui s'est développé à Chicago en particulier, autour de Friedman. Et Friedman a été, dès que Pinochet a pris le pouvoir, vous savez comment il a procédé pour ça, hein, Friedman a été nommé conseiller économique de Pinochet. Autrement dit, un universitaire qui s'allie à un bourreau du type de Pinochet, je trouve que c'est une honte. Voilà ce que vous pouvez dire. Et il a eu un prix Nobel aussi. Hein. Oui, et pour la suite, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre à l'échelle mondiale une mise en œuvre de certains principes de cette économie hyper-libérale qui a été mise en œuvre par donc Thatcher. Ensuite, ils ont eu l'autre qui s'appelait Blair. Et ma foi, nous, on a eu Sarkozy. Et puis après, on a Hollande. Bérégovoy aussi. C'est un peu la même chose. Bérégovoy aussi. Bérégovoy. Oui, oui. Bonsoir. J'avais une question en fait sur... alors j'ai bien compris, il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force qui se crée justement entre les classes populaires, les classes moyennes et les super riches. J'ai compris. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une acceptation justement de ces classes-là sur quelque chose de plus profond, par exemple avec un jeu sur l'éducation par exemple, qui se fait, même l'éducation nationale ou ce genre de choses, avec les différentes circulaires et lois qu'on a en ce moment, etc. Est-ce que ça joue là-dessus, sur cette acceptation
du néolibéralisme sur ces classes-là. Voilà. Bien sûr que l'école, et vous avez raison de le souligner, on ne l'a pas fait dans nos exposés parce qu'on ne peut pas à l'oral parler de tout, mais c'est vrai que l'école, Michel l'a un peu dit, est quand même au cœur du système de la reproduction des rapports sociaux de domination. Parce qu'on pense que l'école, c'est une école républicaine, c'est une école qui est basée sur le mérite. Or, en réalité, les travaux des sociologues autour de Pierre Bourdieu, nous on n'a pas trop travaillé là-dessus, mais ont toujours montré que l'école sélectionnait les déjà sélectionnés, que l'école, elle véhicule pour l'essentiel les valeurs de la bourgeoisie. Et elle stigmatise, elle dévalorise les valeurs des autres classes sociales. Donc l'école est au cœur du système de la reproduction des rapports sociaux de domination dans la France d'aujourd'hui encore, malgré toutes les circulaires et toutes les réformes qu'on essaye de faire. Tout ça, c'est du vent, c'est des stratégies de communication pour mieux faire en sorte que l'ordre social se reproduise comme le pélican qui pond un œuf tout blanc, d'où il sort inévitablement un pélican qui lui ressemble étonnamment, et cela peut durer pendant très longtemps, sauf s'il en fait une omelette avant.